Bon, salutations. Alors, je voulais, en pour, faire suite un peu là aux précédentes vidéos sur les trucs de, Israël-Palestine, je voulais vous essayer de vous donner quelques éléments des lectures, récentes que j'ai fait. Alors j'ai pas tout lu, j'ai pas encore tout, récapitulé. Voilà, ça prend un peu de temps, je suis occupé sur plein de trucs, mais donc il y a 2 ouvrages, un de Jean-Claude Filiou, qui s'appelle Comment on a perdu la Palestine, et un de Noam Chomsky et Ilian Pappé, On Palestine, publié en 2014, je crois. Donc il y a un point de vue plutôt anglo-saxon, enfin voilà, Noam Chomsky et Ilian Pappé, qui ont notamment contribué à la redynamisation de la lutte pour la Palestine autour de BDS, et Jean-Claude Filiou, qui est chercheur en sciences sociales, historien, qui est notamment proche des idées de la France insoumise. Donc Jean-Claude Filiou, je vais résumer juste une conférence qu'il a fait en 2023 ou 2024, je crois, au sujet de la Palestine, à Montpellier. Bon, ça résume pas tout le bouquin. Le bouquin, il y a plus de choses, notamment sur les questions des factions et du leadership palestinien. Et voilà, enfin, il y a d'autres trucs. Mais bon, en gros, son propos, c'est de dire que d'abord, il y a quand on pense au sionisme, on pense souvent au lobby juif. En réalité, c'est plutôt un lobby chrétien, notamment aux États-Unis. Là, je sais plus, j'ai marqué 2-3 trucs. Mais je l'avais mis dans une précédente vidéo, je crois. Bon, en gros, il dit voilà, Trump est très lié au grand récit de dogmatisme sioniste chrétien. Le protestantisme qui voit un salut individuel et collectif dans la restauration du peuple juif sur terre. Un siècle après Balfour, Trump qui proclame Jérusalem capitale avec aucun droit nationaux des Palestiniens, et seule la liberté de culte est mentionnée. Voilà. Des divergences religieuses au sein du Sud américain, avec les mouvements de la majorité morale et la coalition chrétienne, qui sont devenus le lobby pro-Israël, déconnecté de la communauté juive qui vote à 80% de démocrates. Voilà, donc ça c'est un point important pour Jean-Claude Fillon. Ensuite, le deuxième point qui met en avant, c'est le blocus à Gaza. Donc là, la France insoumise notamment a fait quand même a pris des initiatives avec la flottille, enfin les 2 flottilles, pour essayer de rompre le blocus, et puis ça a été repris par la Global March to Gaza. Et le troisième, voilà, où il insiste un peu sur déjà la fragmentation politique en Israël qui donne la prime aux extrémistes, enfin, qui donne une prime politique un peu aux extrémistes, la mise à l'agenda politique de la Palestine qui a aussi accentué l'extrémisme de droite en Israël, qui explique entre autres l'effondrement du camp de la paix et la stratégie des faits accomplis, le premier pas qui coûte, par exemple les objectifs de guerre qui ne sont jamais donnés, même si la guerre est perpétrée. Voilà, pour Netanyahou, l'effondrement du gouvernement, un accord de cessez-le-feu, ce serait un effondrement du gouvernement, et des hostilités aveugles d'Israël qui empêchent toute alternative au Hamas. Voilà. Et après, le troisième point qui met en avant Filiou, c'est le factionnalisme palestinien et les questions de rassemblement ou de leadership, d'union, enfin, ou de rassemblement en termes de coalition, quoi, en fait. Donc là, il parle du factionnalisme palestinien, historiquement, le FPLP, FDLP, FLPP, Saïka, FLA, Fatah, Fatah CR, Fatah Intifada, qu'il faut bien connaître pour passer au barrage.
qui est développé d'ailleurs dans Comment on a perdu la Palestine. Il parle d'une société de paysans accrochés à la terre avec des solidarités très traditionnelles, la structure à moulage, famille, clan, autour de famille ou de clans, enfin c'est difficile à traduire, et beaucoup de morts déjà entre Palestiniens, c'est-à-dire entre factions palestiniennes, beaucoup de combattants de la liberté assassinés, donc là pas entre Palestiniens, mais tout simplement assassinés parce qu'ils ont lutté pour la liberté de la Palestine. Ce qui peut expliquer, lui, donc là je le cite, hein, il parle d'une médiocrité du leadership palestinien. Et puis aussi regarder en face le commanditaire du 7 octobre qui avait prévu avant le 7 octobre de par la suite se réfugier dans les tunnels. Il parle de Marwan Marhouti, qui d'ailleurs auteur d'un master de relations franco-palestiniennes, qui est assez populaire car il est en prison depuis plus de 20 ans et épargné par les querelles entre clans palestiniens. Filou, lui, il est pour une solution à deux États. Donc c'est plutôt le plaidoyer, comment ils appellent ça, l'orthodoxie, la peace orthodoxie, le consensus un peu des années 2000, des accords d'Oslo, enfin les précédents les années 2000. Alors que dans l'autre bouquin là, de Eliane Papé et Chomsky, il semble se prononcer plus pour une solution à un État. Voilà, pour Filiou, une des raisons, c'est qu'il est possible qu'il y ait trop de haine entre Palestiniens et Israéliens pour une solution à un État. Voilà, puis il parle de l'OLP qui est peu soutenu car concurrence entre factions. Bon, n'hésitez pas à regarder la vidéo, je la mettrai en lien de la vidéo YouTube pour vous faire votre propre idée parce que évidemment c'est en résumé partiel et partiel. Et je vais essayer de vous lire en traduisant les conclusions de l'introduction du bouquin donc On Palestine de Chomsky et Eliane Papé. Là pareil j'avais sélectionné plus de pages que juste la conclusion de l'introduction, mais j'essaierai un peu plus tard de faire d'autres résumés ou voilà, d'autres éléments à ce sujet, mais là pour l'instant j'ai pas eu trop le temps. Et mais je trouve que ça résume un peu quand même le propos du bouquin qui développe. Voilà, donc conclusion. Palestine et Israël 2014-2020. Afin d'avancer sur les paradoxes précédemment mentionnés, l'idée de l'ancien camp de la paix doit être abandonnée. La communauté internationale est intéressée pour aider la Palestine, doit s'aligner derrière l'intention de rendre Israël un État paria, tant qu'Israël continue ses politiques d'apartheid, de dépossession et d'occupation. Le camp de la paix entre Israël et les Palestiniens est un miracle médical. Il est mort plusieurs fois et a ressuscité pendant un temps, puis il s'est effondré de nouveau. Ça tient pas parce que il y a une maigre chance de succès, mais à cause des dividendes of the dividends its very existence brings to many involved. Parce que son existence apporte des dividendes à tous ceux qui sont impliqués. Le gouvernement d'Israël comprend que sans le processus de paix, Israël deviendrait un État paria et serait exposé au boycott international et aux sanctions. Tant que le processus est en vie, Israël peut continuer de s'étendre et ses projets de settlement, de colonisation, dans le West Bank, le West Bank, j'ai plus la traduction, et la dépossession des Palestiniens là-bas, incluant le Grand Jérusalem, et l'établissement de faits sur la base underground, sur une base qui rendrait toute future colonisation infaisable et impossible. Parce que dishonest brokering, because of dishonest brokering, parce que
Ouais, l'intervention pas honnête des États-Unis et de l'Europe enfin, l'impotence des États-Unis et de l'Europe dans les affaires internationales, Israël continue de bénéficier d'une immunité dans ce processus. Le leadership palestinien est divisé sur la question de combien il est désirable de continuer ce processus. Les membres les plus anciens dans l'autorité palestinienne font l'hypothèse que l'établissement de l'autorité palestinienne était un achievement, un objectif national enfin, très important. C'est pas un objectif achievement, c'est quand on arrive quand on obtient. Donc, voilà. Et que, donc par conséquent, ça devrait être maintenu. D'autres, et notamment ça inclut Mahmoud Abbas lui-même, ont commencé à douter de la validité de l'autorité palestinienne et des chances d'aboutir à la paix. Donc c'est vrai que des menaces un peu masquées de donner les clés à Israël ont été exprimées dans le passé par Abou Mazen de façon à mettre la pression sur Israël. Enfin, mais il semble que la menace d'Israël en 2014, au printemps 2014, était plus authentique et le sens des espoirs plus réel. Et par conséquent, les tentatives d'établir un gouvernement d'unité avec le Hamas qui se sont résumées en avril avaient une meilleure chance de succès. Les nouveaux efforts d'unité n'étaient pas juste une indication que quelques-uns avaient supporté le processus dans le passé et que ceux qui avaient été des observateurs s'étaient préparés à ce que voilà, le processus de paix ne soit pas ravivé. La plupart de ceux qui ont essayé et ont compris, ainsi que ceux qui ont prédit que ça arriverait si en effet le processus ne peut pas être ravivé, ils voient toutes les autres alternatives comme désastreuses. La gauche sioniste ainsi que les partis pro-sionistes libéraux à l'ouest, en Occident, parlent de scénario nightmare cauchemardesque d'un État binational, non seulement parce que ça voudrait dire la fin du sionisme, mais aussi ça produirait une réalité bien pire pour pour tout le monde. Donc les sionistes la gauche sioniste israélienne a une explication bizarre pour la peur d'un État binational. Et de cette façon, un format matter of a single democratic state. Et pour cette raison, d'un État unique démocratique. Les Palestiniens deviennent three hewers and drawers of water, je sais pas trop comment traduire ça. C'est une phrase biblique qui apparemment nous avertit. Ouais, un avertissement fait plusieurs fois par Uri Avneri. D'autres décrivent des scènes d'une guerre civile qui ne finira jamais. Parmi les Palestiniens, le soutien pour la solution à deux États vient d'un angle différent. C'est perçu comme the only settlement la seule solution qui a un support mondial, même dans Israël, et donc ça devrait être maintenu. Il y a un certain nombre de vrais amis de la Palestine qui continuent de souscrire à ce point de vue pour des raisons similaires. Bien que le centre et la droite dans Israël imaginent une solution à deux États, cette solution diffère
parmi de celles imaginées par la gauche sioniste ou au sein des partis tels que le Hadash et le Tajamou en Israël. Et elle diffère, enfin, oui, elle diffère aussi au sein des membres de l'autorité palestinienne et des soutiens de la Palestine dans le monde enlightened, qui renaissant, enfin un peu avec un point de vue euh, qui fait de la lumière. Je sais pas trop. Désolé pour la très mauvaise traduction. Il y a généralement une façon de dépeindre consensuelle qui domine dans la conversation sur la Palestine dans le monde. Mais est-ce que le consensus sera là en 2015? Donc ça a été créé en 2014, donc aujourd'hui la question peut-être se pose un peu différemment. Enfin en tout cas, sur l'histoire récente, c'est un peu le point de vue de ceux qui ont soutenu le BDS. Donc, mais est-ce que le consensus sera là en 2015? Donc de plus en plus de voix parmi les communautés palestiniennes et parmi les juifs non sionistes, les activistes juifs non sionistes. Donc de plus en plus de voix are replacing the unwavering support for the two-state. Voilà, ils remplacent leur soutien inconditionnel à une solution à deux États avec une recherche pour de nouvelles alternatives. C'est sur voilà, et donc c'est sur cette base qu'on peut voir que c'est peut-être pas pertinent ce discours orthodoxe hégémonique de paix et que c'est peut-être un peu futile de futures tentatives de le raviver. La gauche sioniste a disparu de la scène politique en Israël et donc la seule alternative politique serait soit une coalition entre la droite et un centre séculier, ou une coalition entre la droite et les juifs orthodoxes. L'émergence d'une nouvelle gauche, d'une nouvelle force de gauche politique en Israël ne paraît pas probable à cette date. Quiconque qui a encore de l'espoir d'une telle éventualité sous-estime le processus mental dans la société israélienne qui a été qui s'est passé depuis la création de l'État en 1948. Ça a été mis sous une endoctrination, steamroller, à vapeur, à grosse vapeur d'endoctrinement, qui a poussé ensemble les vieilles phobies juives au sujet de hostile Gentiles, bon, je ne sais pas traduire, mais d'une forme d'hostilité en Europe, euh, avec des anxiétés colonialistes sur les natifs, voilà, d'une peur des locaux, une version locale de racisme, des très deep, vraiment des couches de racisme très profondes comme ça, ne se disparaissent pas facilement. Et voilà, comme ça, on peut le voir par exemple avec le post-apartheid en Afrique du Sud. Les projets de contre-éducation sur le long terme, de résistance active et la forte pression en dehors d'Israël peut transformer une société comme en Israël. Cependant, la contre-éducation, c'est un très long processus et dans l'immédiat, les dangers émanant de l'effondrement des efforts diplomatiques ont un tel potentiel destructif que ça rendrait ces efforts éducationnels un peu vains. Pour le mouvement de résistance, c'est toujours assez fragmenté. Ça a produit 5 groupes palestiniens différents qui se sont développés depuis 1948, chacun avec son propre agenda national. Et il faut naviguer dans une réalité historique quasi impossible. Donc forger une unité, c'est aussi un processus de long terme pour that would take to immunize Jewish voilà, qui immuniserait un peu la société juive contre le virus raciste qui l'affecte.
Le mouvement BDS, avec ses incroyables achievements, donc ses incroyables succès, ses incroyables objectifs atteints, et il y en a beaucoup, il n'a pas encore affecté les élites politiques à l'Ouest, en Occident, qui sont toujours, qui fournissent toujours une immunité à Israël pour ses actions et ses politiques publiques. Donc, en dépit des développements positifs de quelques courageux Israéliens de rechercher et de confronter le racisme de leur société dans toutes leurs manifestations politiques, des politiques systémiques de ethnic cleansing, de cleansing, d'effacement ethnique, putain, je sais plus le terme, l'éradication ethnique à Negev, Jaffa, Acre, Nazareth, l'est de Jérusalem, la vallée du Jordan, et tout le sud, tout le south, tout le sud d'Hébron, des montagnes d'Hébron. Et et ces manifestations constitutionnelles, une vague raciste de législation à la Knesset, le mouvement BDS devient plus fort jour après jour, et nous pouvons témoigner d'efforts authentiques pour une unification de la Palestine. Donc sur cette base, un nouvel État, le grand État d'Israël, est né. Cet État a quasiment complété l'annexion de la surface C dans la West Bank, et offre aux Palestiniens dans les zones A et B une mise en prison dans des cages s'ils résistent au nouvel État ou à la menace d'être traités comme la population de Gaza s'ils résistent. Ce modèle offre au peuple palestinien, ce modèle est offert au peuple palestinien à travers le nouvel État. Dans des cages, il n'y a pas de place pour l'expansion spatiale, pas de ressources pour le développement et pour le progrès, et une prohibition absolue de la résistance. Et c'est la vision du nouveau Grand Israël. Peu importe qui suit l'index du racisme et de la démocratie en Israël reconnaît que c'est une réalité creeping, absolument dégueulasse, quoi. Un slide, un glissement vers un âge avec plus de législation raciste, des projets d'expansion de la judaïsation et une alarmante augmentation des attaques sur les Palestiniens derrière le slogan Tag Meyer, price tag, l'étiquette de prix, qui consiste à la destruction tous les jours de propriétés palestiniennes et de places sacrées. Dans le nouveau Grand Israël, les conseils de localités palestiniennes impuissantes et des forces de police non intéressées regardent sans aide le crime organisé prendre le relais de plus en plus de villages et de quartiers palestiniens entre la rivière du Jordan et la Méditerranée, voilà, nourris par la pauvreté, le chômage qui a atteint des niveaux sans précédent. Donc c'est une réalité très difficile qui pourrait et devrait être questionnée, mais c'est laissé intact en partie parce que beaucoup d'énergie est gaspillée dans un processus de paix futile, ainsi que dans des luttes de pouvoir et voilà, parmi les victimes sur des territorialités insignifiantes. Aujourd'hui, les trois zones
il y a 3 points sur lesquels une nouvelle conversation doit commencer qui concernent plutôt qu'ignorent la réalité. La premier point, c'est la politique globale d'Israël qui a obscurci la ligne verte en existence depuis des années et qui, en fait, menace tous les Palestiniens de la même façon. Il y a encore des avantages pour les Palestiniens qui sont citoyens de l'État d'Israël, mais ça semble disparaître au fur et à mesure que les années avancent. Et comme mentionné précédemment, c'est en train d'arriver non seulement parce qu'Israël est moins intéressé dans ces avantages, mais aussi à cause de la reconnaissance qui augmente euh, d'un d'un apartheid caché, d'un système d'apartheid caché, euh, tel que celui en Israël, et qui n'est pas moins oppressif qu'une occupation directe comme dans la West Bank ou dans la bande de Gaza. Mais quand différentes formes d'oppression émanent de la même source, le combat contre le combat contre cette force d'oppression doit être focused, doit être euh, précisé. Je n'ai pas d'illusion sur le futur proche. On sera tous guidés par une stratégie palestinienne claire et unifiée. Mais peu importe qui souscrit à l'importance d'un État conjoint juif-palestinien, enfin en tout cas combat pour un État juif-palestinien joint, doit reconnaître une worldview, un point de vue mondial qui confronte le nettoyage ethnique euh, de, à travers toute la Palestine et pas juste une partie de la Palestine. Une conversation claire et authentique sur les nouvelles options au lieu d'une formule morte est impérative à ce moment dans l'histoire. The reframing, c'est-à-dire le recadrage de la relation juif-arabe autour de au-dessus, autour de. Ouais, il faut commencer voilà, le recadrage de la relation juive-arabe autour de toute la terre historique de Palestine. C'est un projet crucial. Peu importe ce que l'un propose en termes de future entité politique, ça doit être basé sur une égalité entière pour peu importe qui vit ou a été expulsé du pays. Cette entité, une telle entité ou un modèle futur idéal devrait, hopefully, enfin, euh, on l'espère, euh, pourrait, on l'espère, être développé à travers l'existence de representative bodies, donc des corps représentants et et de nouveaux qui pourraient émerger. Mais for the sake of some sort of progress, bien, pour ouais, afin que du progrès au-delà d'une paralysie conceptuelle qu'on nous impose au nom d'une solution à deux États, tout le monde, anyone who can and wants, enfin, tous ceux qui veulent et peuvent, sur, à n'importe quelle étape, devraient offrir une politique, une idéologie, euh, une constitutionnalité et une structure socio-économique à, à toute personne qui voudrait vivre dans le pays de Palestine et pas juste dans l'État d'Israël. Le deuxième point, c'est le futur des réfugiés palestiniens. Aussi longtemps que cette question est discutée avec un cadre conceptuel de la vieille orthodoxie de la paix et la solution à deux États, demeure marginale et la solution any solution deemed possible et sa solution
possible seulement comme un retour des réfugiés dans le futur État palestinien. Une conversation tout à fait différente sur l'enjeu des réfugiés. Focus is, se, enfin, oh putain, désolé, se, précise, enfin, on se rassemble autour de deux sujets. Le premier, une analyse du refus d'Israël de permettre le retour des réfugiés comme une autre manifestation de racisme, enfin, comme une autre manifestation de à quel point cet État est devenu raciste. Et le second, le besoin de considérer le destin des réfugiés à la lumière du, nouveau problème des réfugiés en Syrie, qui inclut de nombreux réfugiés palestiniens. Dans ce nouveau cadre de pensée diplomatique, enfin de cet effort diplomatique, non, dans le cadre de pensée de l'effort diplomatique qui était basé sur la solution à deux États, le rejet déterminé d'Israël de tout retour a été légitimé, ainsi que l'argument d'Israël que le retour ne permettrait pas de maintenir une majorité juive dans l'État. Cette légitimité internationale est une licence indirecte à Israël pour prendre tous les moyens qu'il considère nécessaires de maintenir une majorité juive significative dans l'État. Et donc à ce sujet, il n'y a pas de différence d'une position israélienne qui rejette le droit des réfugiés au retour et les autres projets israéliens de nettoyage ethnique, que ce soit en annexant Wadi Ara ou le West Bank ou déraciner les Bédouins de la Nakab ou depopulating, d'enlever la population de l'Est de Jérusalem et de la vallée du Jourdain. La paix ne peut pas être à l'agenda d'un État qui exerce de telles politiques contre ses propres citoyens. Un sujet associé avec la question des réfugiés dans le destin, enfin fate, dans le destin immédiat des réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban, en Irak, en Turquie, au Jordan, qui ont fui la guerre civile en Syrie. Israël se vante de son humanitarisme en disant que le monde en disant au monde qu'il a accueilli des soldats syriens blessés dans ses hôpitaux, mais les 4 voisins de la Syrie qui ont pas des relations moins compliquées avec la Syrie ont absorbé beaucoup plus de réfugiés. Même si Israël ne montre pas d'intérêt humanitaire dans ces réfugiés, dont beaucoup sont palestiniens, quiconque fait partie du processus de paix à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine doit surligner que le lien entre la tragédie en Syrie et l'enjeu palestinien, c'est le besoin d'offrir aux anciens comme aux nouveaux palestiniens, aux réfugiés anciens comme nouveaux, aux réfugiés palestiniens anciens comme nouveaux, un retour à leur homeland, à leur terre d'origine, qui doit être endorsed, qui doit être endossé comme à la fois un geste humanitaire et un acte politique qui peut contribuer à la fin du conflit en Israël et en Palestine. Le droit au retour en général doit être placé au cœur de beaucoup de l'activité dans Israël. Il y a des signes encourageants dans les agendas locaux des activistes
La Nakba a pris euh, qui a, qui a eu lieu où Israël est aujourd'hui, pas dans la West Bank ou dans la bande de Gaza. Toute conversation au propos de la réconciliation des deux communautés doit prendre ce fait comme un point de départ, un pas préliminaire et, et probablement de reconnaître au moins le droit aux réfugiés palestiniens internes, 250 000 en 2014 avec une estimation conservatrice, de retourner à leur maison ou à proximité. Le droit aux personnes déplacées en interne de retourner au retour. Et c'est un sujet sur lequel le plus large consensus voilà, doit être, enfin, peut être construit dans Israël, dans la lutte contre le nettoyage ethnique. Le, le refuge interne représente un témoignage du passé pour quoi et contre quoi la lutte, tout, de quoi enfin, is all about. The, ouais, the refugehood. Euh, le réfugié, je sais pas trop comment traduire. Mais pour les réfugiés en interne, les témoignages du passé de ce pourquoi et contre quoi on se bat, euh, voilà, c'est important. Les réfugiés font déjà partie de l'équilibre démocratique. Comment ces gens vont rentrer et comment d'autres réfugiés vont entrer, c'est une question qui doit être au centre et pas aux marges du débat public enfin, sur la Palestine. Et le troisième point, et donc, c'est l'absence de discours socialiste dans la conversation sur la Palestine. Cette absence est une des raisons principales du, euh, du fameux camp de la paix dans Israël. Et c'est la même chose au sujet des lobbyistes de J Street aux États-Unis. Donc voilà, le fameux camp de la paix en Israël n'a pas de problème avec le néolibéralisme. Et cette worldview, cette vue mondiale, euh, elle n'est pas opposée au retrait d'Israël des territoires occupés et n'a pas de position sur euh, l'oppression, la terrible oppression économique et sociale qui ne distingue pas la West Bank, les habitants de la West Bank et les citoyens israéliens. Donc c'est vrai que malheureusement, parmi les classes oppressées en Israël, en particulier les juifs arabes, qui se voient d'abord comme des juifs, ils souscrivent à des vues extrêmement racistes, à des points de vue extrêmement racistes, mais leur plainte est une autre bonne raison de ne pas abandonner sur une worldview qui remette en question euh, le présent économique, pas seulement politique, du régime entre la rivière Jordan et, entre le Jordan et la mer. L'absence de cet angle aussi affaiblit notre capacité de comprendre les accords d'Oslo, la création de l'autorité palestinienne, les projets tels que People to People et la maintenance et l'occupation par l'Europe, l'Union européenne, et enfin par les projets néolibéraux et l'argent de l'Union européenne et de USAID. Les élites économiques ont soutenu le processus de paix
parce qu'il était perçu comme menant à un bonanza économique. L'importance d'insister sur une worldview, sur une vue mondiale socialiste, peut-être, on peut trouver des influences ou voilà, de l'inspiration de l'exemple post-apartheid en Afrique du Sud, qui a prouvé être très disappointing, décevant, parce qu'il maintenait une structure économique qui continuait à discriminer contre les communautés africaines là-bas. Donc ceux qui représentent institutionnellement, collectivement ou individuellement ce point de vue mondial ont une responsabilité de faire attention à la conversation euh, qui, qui, qui ne s'arrêtera pas à la ligne verte, mais qui va relater à la Palestine dans son ensemble. Et on- voilà, qui sait, ça pourrait lancer une conversation sérieuse sur le futur du Moyen-Orient dans son entièreté. Donc, avec l'horizon 2020, on sera tous probablement face euh, à un Israël raciste, ultra-capitaliste et étendu, toujours occupé à faire du nettoyage ethnique en Palestine. Il y a cependant une bonne chance que un tel État devienne un paria global, mondial, et que les peuples autour du monde poseront la question, poseront la question à leurs leaders d'agir et de mettre fin aux relations qu'ils ont avec cet État paria. Euh, donc euh, ce qu'ils ne devraient pas entendre sont les slogans du passé, ce qu'ils devraient éviter d'écouter, c'est les slogans du passé, qui ne sont plus pertinents dans les combats pour une démocratie plus juste, pour une Palestine plus juste et plus démocratique. Voilà, donc voilà, désolé, c'était un peu long et la traduction un peu pourrie, mais c'est un peu les deux points de vue, on va dire, des progressistes, enfin politiquement, de ceux qui sont quand même les plus activistes et qui ont obtenu des succès ces 10 dernières années autour du conflit israélo-palestinien avec les anglo-saxons et les français. Bon, c'est très résumé, mais il y a d'autres. Enfin, là, c'est vraiment ultra résumé sur les deux bouquins. Je vous incite à les lire. Et ce que je veux dire, oui, avec la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui a aussi dont Phil Liu parle, qui a aussi une sorte de légitimité du fait de son enfermement pendant de longues années. Moi, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que la France Insoumise aura des choses à dire. Voilà, j'espère de tout cœur. Allez, salut.